Hello YouTube, aujourd'hui une vidéo qui n'a pas du tout, mais alors pas du tout été demandée sur ma chaîne. Voilà. Autant vous dire que j'ai écrit ce script il y a plus de 6 mois et je le fais que maintenant. Et je suis sincèrement désolée d'avoir mis autant de temps à finir d'écrire ce script, mais je me suis heurtée à quelques petits inconvénients. Petite parenthèse, avant de commencer, vous avez un sommaire qui est écrit juste ici pour vous détailler la vidéo, comment elle va se dérouler. Donc si jamais vous voulez skipper des parties, vous avez juste à vous rendre au chronométrage qui est indiqué ici. Et si jamais vous voulez voir ce sommaire en cours de vidéo, il est écrit dans la barre d'infos. Parce que oui, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos courtes de 2 minutes. Bon, et autre petite parenthèse, puisque je ne sais pas si vous le savez, mais maintenant je vis à 100% de YouTube et c'est pas forcément facile tous les jours, contrairement à ce qu'on aime bien vous faire croire sur les réseaux sociaux. Mais si jamais vous voulez m'aider financièrement sans dépenser un seul centime, vous pouvez vous rendre dans mon Utip, soit dans le commentaire épinglé, soit en barre d'infos. Vous visionnez une petite publicité de 30 secondes et sachez que ça me rapporte 10 centimes, soit 10, non même peut-être 100 fois plus que ce qu'une vue me rapporte sur YouTube. Donc voilà, si vous voulez m'aider en 30 secondes, vous pouvez le faire. Petite précision, il y a aussi un onglet pour donner de l'argent. Je ne vous demande pas de donner de l'argent. Je sais qu'il y a quelques personnes qui l'ont fait de bon cœur, mais sachez que ce n'est absolument pas ce que je vous demande. Moi, je vous demande juste de me donner 30 secondes de votre temps pour mater une petite pub. Ça me suffit amplement. Bref, maintenant, on va se concentrer sur l'analyse marketing d'Yves Rocher. Donc, analyse marketing, le concept, c'est on analyse le marketing et les compositions. Donc le groupe Rocher, c'est un groupe familial qui a été fondé en 1959 par le monsieur qui s'appelle Yves Rocher. Je vais vous lire la petite fiche Wikipédia puisque vous me connaissez, je n'apprends toujours pas mes textes par cœur. À partir d'une idée initiale, la beauté et le soin des plantes à un coût raisonnable, le groupe a construit au fil des décennies une offre diversifiée sur la cosmétique, allant de la recherche et développement à la culture et à la production et à la commercialisation de soins cosmétiques issus de plantes. À la base, Yves Rocher, lui, il confectionnait des soins pharmaceutiques dans son grenier à base de plantes. Et fort de son succès, comme il a vu que ça fonctionnait très bien, il s'est dit pourquoi pas les décliner en produits cosmétiques. Et c'est là la naissance du concept cosmétique végétal ou de la beauté par les plantes. Bref, Yves, on va l'appeler comme ça, a pas mal d'engagements écologiques, plantation d'arbres, des cultures bio en France et un petit peu partout dans le monde d'ailleurs. Ils nous disent qu'ils ont banni les silicones dans les produits capillaires, 100% des produits rincés sont 100% biodégradables. Ils ont également une gamme bio certifiée par EcoCert. Enfin bref, tous leurs engagements écologiques, éthiques, ce que vous voulez, vous pouvez aller le lire sur leur site. Hein, je vais pas te répéter la fiche technique d'Yves Rocher pendant une demi-heure. En termes de positionnement pécunier, allez, on va dire un mot savant pour une fois. Donc en termes de positionnement économique, c'est assez éclectique je trouve. On a vraiment de l'entrée de gamme et on a, on va dire, des choses un petit peu plus moyenne gamme. Ah, on n'est pas dans le haut de gamme, mais on va dire que ce sont des prix qui sont plutôt abordables, c'est-à-dire comme des sérums qui sont à partir de 35 € les 30 ml. Par contre, ce qui est intéressant chez Yves Rocher, c'est qu'il y a de nombreuses promotions au cours de l'année. Il y a un système qui est très bien rodé de cartes de fidélité et il y a des soldes où on peut trouver des shampoings grand format de 300 ml à 2 €, des rouges à lèvres à 4 €, des laits pour le corps à 7 €, les 200 ml, etc. Bref, globalement, le tout en termes de positionnement de prix, tout est fait pour attirer n'importe quel type de prospect. Donc que ce soit le prospect qui a peu de moyens financiers à la petite mamie voilà, qui a un certain budget pour les cosmétiques. De cette façon, en fait, les vendeuses Yves Rocher, elles pourront faire des montées en gamme en voyant le type de clientèle qu'elle a en face de soi. Maintenant, on va parler de leur boutique. Donc, il y a plus de 680 magasins en France, soit un tous les 2 coins de rue, un jusque dans le fin fond du Larzac. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 680 magasins en France. Il y a quasiment autant d'hôpitaux. La comparaison, moi, ça m'a un petit peu perturbée pour vous dire à quel point leur couverture du marché est grande. Pour parler de la boutique en général, la devanture de leur boutique est verte, l'intérieur également a cette dominance de vert. Il y a des extraits, des photos, des extraits végétaux qui sont placardés au mur, des photos de plantes par dizaines avec des jolies promesses écrites dessus, ainsi que leurs nombreux engagements pour le monde qui sont écrits sur les murs, encore plus green, encore plus responsable, bref, patati patata quoi. Les meubles sont généralement en bois,
il y a une impression de matériaux naturels à l'intérieur qui se dégage de là en fait. Bref, en fait quand tu rentres dans un Yves Rocher, t'as l'impression un peu d'être une fourmi qui s'est paumée dans le jardin de papy. Les produits sont généralement classés par utilisation, visage, cheveux, douche, etc. Et chaque gamme est mise en avant d'une manière bien visible pour qu'on achète en fait toute la gamme. Next, on va parler de leur site et de leurs réseaux sociaux. Ils se revendiquent comme créateurs de cosmétiques végétales depuis 1959. Ils végétalisent votre compte Instagram en vous offrant une bonne dose de beauté et de nature. C'est cela, oui. Bref, le site est calé clairement sur une dominance de vert, tout comme leurs réseaux sociaux, pareil, grosse dominance de vert dans leur feed qui fait penser voilà forcément à des produits 100% naturels avec beaucoup d'extraits végétaux, que la marque est forcément responsable de A à Z puisque elle revendique ce positionnement très green en fait. Bref, tout est fait pour que la Mireille néophyte du naturel pense que cette marque est à 100% naturelle. Bref, le monde des bisounours quoi. Ensuite on va parler des packaging. On distingue deux types de packaging. Donc on a des packaging qui sont un petit peu plus classe, un petit peu plus épurés, avec un code couleur propre à la gamme pour s'y retrouver facilement. Ces packaging là font penser au packaging de luxe avec des couleurs dorées etc. Enfin ils empruntent en fait les codes du luxe pour leurs produits un petit peu plus haut de gamme. Il y a également des packaging avec des extraits végétaux qui sont vraiment mis en avant comme vous pouvez le constater ici. Globalement la majorité des packaging sont déclinés dans plein de nuances de vert, hein, clairement du vert, en veux-tu, en voilà. Il y a beaucoup d'allégations sur les packaging vraiment marketing, comme notamment sur les gammes capillaires, on peut réparer vos cheveux. Comme je vous le répète à chaque fois, on ne répare pas un cheveu, s'il vous plaît. Un cheveu est une matière biologiquement morte, donc ça peut pas se réparer, qu'on soit clair. Il y a également sur les packaging beaucoup de mentions sans silicone, sans parabènes, sans ceci, sans cela. Mais la vraie question qu'il faut se poser, c'est surtout de savoir ce qui va avec, hein, avec quoi, qu'est-ce qu'il y a dans cette composition. Et c'est ça le plus important, et c'est souvent ça qu'on ne vous dit pas. Bref, là aussi il y a beaucoup de packaging vert, mais il y a surtout beaucoup de packaging en plastique. Vous le savez, le plastique c'est pas écologique. Mais cependant, Yves fait un petit effort puisqu'il rend certains de ses packaging rechargeables, et il y a certains packaging qui sont en verre, et ça c'est plutôt bien pour la planète. Bref, globalement, pour faire un petit résumé, là déjà tout ce qui ressort de ce que je viens de vous citer, c'est qu'il y a une espèce d'effusion de termes clairement marketing, des couleurs, des dessins qui se rapportent tous à la nature, aux végétaux et à l'écologie. Petit point, si vous souhaitez aller plus loin pour vous forger un avis un petit peu plus constructif que d'adopter mon avis, je vous invite à aller regarder la vidéo de Beauty by Justine, qui est une youtubeuse green qui a visité les logos, les champs, les jardins d'Yves Rocher. Alors sa vidéo donne un point de vue interne de la marque Yves Rocher. Pour ma part, je connais bien toutes les techniques de marketing interne, et donc je reste malgré tout très sceptique face à l'expérience merveilleuse que décrit Justine au sein d'Yves Rocher dans sa vidéo. Cependant, je vous invite à aller la regarder comme ça pour votre avis personnel. Également, je vous recommande vivement d'aller visionner la vidéo de Julien Québec, qui est une personnalité que j'adore et qu'on ne présente plus dans la green sphère. Allez, vas-y, on invente un mot, ça passe. Maintenant, on va parler de l'expérience client. Je n'ai jamais été réellement cliente de chez Yves, et il est très rare les fois où je suis rentrée dans un magasin. Donc cependant, j'ai déjà reçu en cadeau des produits de leur marque. Plus récemment, je suis rentrée, enfin récemment, il y a 6 mois, sorry, je suis rentrée dans une boutique pour faire cette vidéo. Il y avait 3 clientes dans la boutique, dont moi et dont un couple de dames qui étaient là, et il y avait 2 vendeuses dans la boutique. Première chose qui m'a choquée, c'est qu'il n'y a pas eu de bonjour ni aucune attention que ce soit envers ma personne, et que les 2 vendeuses étaient occupées sur les 2 clientes mère-fille, et à les encaisser en même temps. Elles étaient franchement à 100% sur elles. Elles m'ont vu prendre des produits en photo sans même s'intéresser à ce que je faisais, au pourquoi du comment, ou même me dire madame, parce qu'en plus de ça à ce moment là j'étais enceinte, donc j'étais énorme, et on me repérait un casse-kilomètre dans un magasin. Elles m'ont même pas dit madame on est à vous dans 5 minutes. Elles ont bien vu que je tournais dans la boutique, mais il s'est rien passé. Donc franchement, pour moi, le service client d'Yves Rocher, c'est un service client 0. Je suis repartie comme je suis venue tel un fantôme. J'ai jamais vu ça. Si vous avez des expériences clients chez Yves Rocher, est-ce qu'elles ont été bonnes ou pas bonnes? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, comme ça on aura un avis un petit peu plus objectif que le mien. Parce que là, clairement, 0 sur 20, hein, le service client Yves Rocher. Bref, donc je suis rentrée dans un magasin pour aller à la pêche au compo. Puisque le gros point négatif de notre cher Yves, c'est où est-ce que sont vos de compo. J'ai eu
limite plus de facilité à trouver le Graal. Enfin c'est incroyable, incroyable. Aucune des compositions de vos produits ne sont disponibles sur le site. Et dans les 2 Yves Rocher que j'ai fait, parce que j'ai fait 2 Yves Rocher pour faire cette vidéo, il y avait systématiquement les antivols collés sur la listing key. Donc au niveau de la transparence, c'est comment là? C'est comment Yves Rocher? Vous avez un problème avec les listing keys ou... J'ai même été jusqu'à envoyer un MP sur Facebook et voici ce qu'ils m'ont répondu. Est-ce que vous savez quand même que la listing key en Europe, son utilisation est obligatoire pour les cosmétiques depuis 1998 et que tous les cosmétiques doivent comporter sur leur emballage la liste complète des ingrédients dans l'ordre décroissant de leur quantité et sous leur dénomination INKI. Alors oui, vous allez me dire oui mais c'est écrit sur le produit. Alors oui je veux bien, mais la cliente qui souhaite regarder la listing key, que ce soit sur votre site internet ou en boutique, c'est un petit peu compliqué quand il y a l'antivol collé dessus. Franchement, masquer partiellement les listing keys, je trouve ça... Alors certes, j'ai trouvé certains produits dont les listing keys n'étaient pas masqués, mais c'est tout simplement parce que c'était des produits où l'antivol n'était pas collé dessus. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que ça vous coûte de mettre les listing keys sur votre site internet? Vous faites copier-coller dans votre site internet, bon, c'est fini, on n'en parle plus. Mais là, il n'y a aucune composition sur vos sites internet. La première idée qui me vient en tête, c'est est-ce que vous avez des choses à cacher? Pourquoi vous voulez pas afficher comme ça clairement vos listing keys? Du coup, ce que j'ai fait pour avoir les majorités des listing keys que je vais analyser aujourd'hui, j'ai demandé à mes abonnés de me les envoyer par mail. Donc merci du fond du cœur à toutes celles qui m'ont envoyé leur listing keys. Et oui, et justement, c'est à cause de ça, de cette opacité sur les listing keys, que j'ai mis 6 mois à écrire ce script, parce que tout simplement, ça m'a gonflé. Mais quand je vous dis gonflé, c'était de taper les ingrédients un par un pour vérifier leur toxicité. Tout le taratata qu'il y a derrière un ingrédient comme je le fais à chaque fois, et ça m'a profondément gonflé, puisque quand on a en général les listing keys sur internet, on fait copier, ça va très très vite, alors que là il fallait tout que je retape à la main. Des fois il m'arrivait de faire des cookies, donc je tombais pas sur le bon ingrédient, et ainsi de suite, ainsi de suite. Miracle, un jour je vais sur Beauté Test, je clique sur des produits nouvellement référencés chez Yves Rocher, et là il y avait une listing key. Miracle, miracle, il y avait une listing key. Mais par contre, c'est que sur quelques produits de Beauté Test, dans la majorité des produits Yves Rocher sur Beauté Test, vous n'avez pas de listing key. Donc merci Beauté Test, même si j'ai trouvé très peu de produits avec la listing key dispo, c'était quand même déjà ça. Je vais vous analyser grossièrement les produits, car vous êtes très nombreuses à vouloir que j'analyse tel et tel produit de A à Z, sauf que là c'est clairement impossible, sinon on va y passer 4 heures. Je vais analyser ça superficiellement, mais sachez qu'en barre d'infos, vous pouvez la dérouler, ne vous inquiétez pas, ça vous fera pas mal si vous déroulez une barre d'infos. Vous avez tous les sites avec lesquels je travaille pour décrypter les compositions. Si d'ailleurs vous souhaitez un livre pour décrypter les compositions, je vous ai mis un lien vers un livre qui est absolument une bible. En parlant de compos, je voudrais d'abord vous présenter un ingrédient en particulier qui revient très souvent dans les compositions de Yves Rocher. Donc il s'agit du méthylpropanédiol. Oui c'est ça, je l'ai bien prononcé. C'est un espèce de solvant dans les produits de beauté et en fait il augmente la capacité de pénétration de certains ingrédients comme l'acide salicylique dans la peau. Donc il est utilisé en général dans les premiers ingrédients pour aider justement les autres ingrédients plus puissants à pénétrer la peau et pour voilà donner ce côté actif au produit. Mais le méthylpropanédiol, là, c'est pas un ingrédient actif à lui tout seul. Lui, c'est juste un truc qui va permettre de faire pénétrer les soins dans la peau. Et il peut être d'origine végétale ou synthétique. Donc là, on va analyser le soin sensitive végétal crème anti-rougeur dermo-apaisante. Donc le premier ingrédient, c'est de l'eau. Ensuite, le deuxième ingrédient, c'est de l'octosylène. C'est un filtre UV d'origine synthétique classé insuffisant sur la vérité sur les cosmétiques. Donc ça, c'est un ingrédient bof bof quoi. Ensuite, on retrouve notre fameux méthylpropanédiol qui lui est classé satisfaisant. Ensuite on retrouve de la glycérine, du coco caprilate. On retrouve un deuxième filtre UV qui est de l'homosalate, toujours classé insuffisant. Ensuite on retrouve de l'huile de sésame. Pareil, ensuite on retrouve encore un filtre UV classé passable sur la vérité sur les cosmétiques, à savoir le butylméthoxybenzolyméthane. Waouh, celui-là il était dur à dire. Ensuite de l'alcool, ça c'est pas cool dans les soins sensitifs puisque l'alcool est quand même quelque chose de très irritant et asséchant. Donc en général quand on a les peaux sèches on évite l'alcool dans les cosmétiques s'il vous plaît. Et ensuite on retrouve des PEG malheureusement qui ne sont pas du tout naturels, issus de la chimie lourde. Voilà, c'est des choses qui sont assez polluantes. Et on retrouve également du phénoxyéthanol. Et le phénoxyéthanol est un perturbateur endocrinien et qui est
est quand même considéré toxique sur l'homme. Ensuite on retrouve de l'EDTA, donc le DTA c'est un truc pareil, je vous le dis à chaque fois quand vous voyez ça dans une compo, barrez-vous, puisque c'est un conservateur qui est antioxygène, qui est quand même assez polluant à produire, qui s'utilise notamment dans l'industrie de la photo ou encore du papier. Si vous voulez, le souci avec le DTA c'est que dermatologiquement parlant c'est pas si gênant que ça, sauf que c'est qu'il finit dans les stations d'épuration en fin de chaîne de traitement, enfin de traitement et de retraitement des eaux, et qu'il est toujours pas détérioré. Donc en fait en plus de ça le DTA n'est absolument pas biodégradable et pollue les sols, et puis comme du coup il est pas traité, voilà, ça s'accumule dans les sols, passe à travers les filtres à charbon, se retrouve dans l'eau du robinet que nous buvons, etc., etc. Donc ça c'est pas spécialement cool. Et pareil après on retrouve du BHT qui peuvent produire des réactions allergiques sur la peau. Maintenant on va analyser le soin lissant jour, sérum végétal rides et éclat d'Yves Rocher. Donc premier ingrédient de l'eau, de la glycérine. Alors la glycérine là elle est d'origine végétale, mais ce que je ne vous dis jamais c'est que la glycérine peut aussi être d'origine animale si ce n'est pas précisé. Donc pareil, toujours vérifier si la glycérine est d'origine végétale ou non. Ensuite on a des capriques triglycérides qui sont issus de l'huile de noix de coco. On l'appelle aussi huile de noix de coco fractionnée, et là malheureusement on retrouve du diméthicone. Le diméthicone qui est un silicone, et le silicone, je vous le rappelle, j'ai fait une vidéo qui traite tous ces méfaits que je vous mets là ou dans la barre d'infos. Ensuite on retrouve notre fameux méthylpropanédiol, notre solvant d'origine synthétique. Ensuite un alcool gras, ensuite une huile de soja, une huile de sésame. Ensuite on retrouve un émulsifiant d'origine végétale ou synthétique. Ensuite on retrouve de l'huile de graines de chou chinois, une eau florale de bleuet, du talc. Donc le talc, bon, à petite dose, j'ai envie de dire ça va. Là par contre on retrouve un PEG, donc pareil c'est des composants qui sont étoxylés, qui sont extrêmement chimiques à produire et qui sont quand même assez polluants. On retrouve de la gomme d'acacia, et pareil là le phénoxyéthanol, on retrouve ce fameux perturbateur endocrinien. Dans certaines compositions on retrouve du phénoxyéthanol qui est un conservateur assez polémique, mais on retrouve également du sodium benzoate qui est un conservateur autorisé en cosmétique bio, et je trouve ça dommage du coup de mettre un conservateur moins polémique avec un polémique. On va passer à l'huile réparatrice cheveux, réparation de Yves Rocher. Donc alors là pareil je ne suis pas du tout fan du terme huile réparatrice. Une huile ne répare pas s'il vous plaît. Et alors là la composition est quasiment parfaite. On est sur une huile de tournesol, on est sur un émollient, on est sur une huile de chou chinois, on est sur une huile de ricin, une huile de jojoba, une huile de bourrache, une huile de graines de babassu, une huile de macadamia, on a du parfum, de la vitamine E, un petit émulsifiant, un petit tensioactif, voilà. Honnêtement, ça au niveau de la compo c'est très très bien. La seule chose que je ne sais pas c'est que s'il s'agit d'une huile qui est faite avec des huiles végétales première pression à froid. Parce que je vous rappelle, encore une fois, je me répète, j'ai l'impression d'être un perroquet sur cette chaîne mais c'est pas grave, c'est que les huiles végétales, si elles ne sont pas première pression à froid, en général pour obtenir plus d'huile on chauffe les graines, enfin voilà, on chauffe le produit pour obtenir plus d'huile, et en chauffant le produit on perd de la qualité, on perd des vitamines, on perd des choses essentielles justement qui sont importantes dans ces huiles. C'est pour ça qu'il faut utiliser des huiles qui n'ont pas été raffinées, qui n'ont pas été hydrogénées, puisqu'en général quand les huiles sont raffinées ou hydrogénées c'est qu'elles sont plus stables mais qu'elles sont moins présentes, on va dire, en matière vivante, en matière bienfaitrice quoi. Ensuite on va passer au shampoing doux à l'amamélis, donc là de l'eau, sauf que là on retrouve un ammonium lauryl sulfate, et effectivement c'est un shampoing sans sulfate mais avec un sulfate d'origine végétale, puisque l'ammonium lauryl sulfate est un sulfate comme l'indique son nom, est polluant à produire, et en plus de ça est aussi irritant qu'un sulfate, un sodium laureth sulfate classique, un SLS classique. Et c'est bien là le souci. Moi ça m'est arrivé d'utiliser des shampoings à l'ammonium laureth sulfate quand je commençais dans le green pour mes cheveux, quand je faisais mes transitions, et je ne comprenais pas pourquoi j'avais autant de pellicules, et c'était tout simplement à cause de l'ammonium laureth sulfate. Ensuite on a de la glycérine, donc ça c'est bien. Ensuite on a un décylglucoside. Les décylglucosides, en fait à partir du moment où vous voyez un mot avec glucoside dedans, en général ce sont des tensioactifs qui sont beaucoup plus doux. Alors ils coûtent bien entendu beaucoup plus cher, c'est pour ça qu'ils arrivent dans la suite de la compo, mais ils sont beaucoup plus doux et beaucoup plus respectueux pour votre scalp. Donc je vous conseille de privilégier les shampoings qui ont d'abord des glucosides. On a de la cocamidopropylbétène, donc la bétaine pareil qui est un tensioactif moyennement décapant. Si vous le voyez en premier associé à un décylglucoside par exemple,
on va dire que ça peut passer. Ça veut dire que ça va être un shampoing qui va être moyennement décapant. Ensuite on a de l'eau d'Amamélis, ensuite on a un Capril glucoside, donc là c'est un émollient. Ensuite on a un parfum, du coco glucoside, et en fait tout ce qui est bien, on a un petit peu d'alcool pour la conservation, on a du sodium benzoate pour la conservation, on a de l'acide salicylique pareil pour la conservation, mais on a aussi de la guar hydroxypropyltrimonium chloride qui est un dérivé de silicone et qui va avoir les mêmes effets entre guillemets occlusifs que les silicones. Donc là c'est un petit peu moins bien, mais bon j'ai envie de dire il n'y en a pas beaucoup dans le shampoing, donc bon. À la limite, à la rigueur, ça peut passer, même si je ne valide pas du tout l'ammonium lauryl laureth sulfate. Ensuite, la gamme capillaire verte Nutri réparateur au jojoba pour réparer les cheveux. Le shampoing contient des SLS sodium laureth sulfate, mais aussi des actifs végétaux, mais aussi surtout des dérivés de pétrochimie tels que les ammonium quaternaire, les phénoxyéthanol et j'en passe. Les après-shampoings contiennent des alcools gras, des extraits végétaux, mais aussi des dérivés de silicone. Et le masque contient des alcools gras, des dérivés d'huile de palme, des dérivés de silicone et des extraits végétaux en dernier. Ah oui, un truc sur lequel je voulais revenir, le pur camomille, donc c'est un démaquillant que j'ai vu dans plein de salles de bain de copines, de mères de copines, donc c'est un démaquillant que j'ai vu absolument partout, mais ce fameux pur camomille là, on retrouve seulement l'extrait de camomille en avant-dernière position. Logique ou pas, hein? Pour un truc qui se targue d'être à la camomille, je trouve ça un petit peu léger qu'il n'y en ait qu'à la fin de la compo. Hein. Donc on retrouve bien entendu des parabènes à l'intérieur, de l'EDTA et bien entendu des dérivés de pétrochimie dedans. Les soins de douche et de bain, vous savez, qui se disent plus petits là, contiennent malheureusement souvent des ammonium laureth sulfate qui sont tout aussi irritants que les sodium laureth sulfate, mais comme je vous l'ai déjà dit, qui sont autorisés en cosmétique bio et naturel, donc attention aux ammonium laureth sulfate. Alors maintenant, je vais prendre les photos une par une et je vais essayer de vous décrypter ce que je vois. Donc là, on va analyser le lait crème extrait d'avoine peau très sèche, nutrition 3 en 1. On retrouve des émollients et de la glycérine, et là par contre pour la crème pour le visage, on retrouve du déméthicone au début de la compo, donc c'est-à-dire des dérivés de silicone. Après bien entendu on a des extraits végétaux qui sont pas mal, des parfums. Et ce qui est plutôt intéressant, c'est que là en termes de conservateur, il n'y a pas de conservateur polémique. Par contre cette crème contient, comme ils nous disent, 94 d'ingrédients d'origine naturelle, c'est bien, mais retrouver du silicone en début de compo, c'est clairement moins bien. Alors là on est sur un lait réparateur peau très sèche aux karités, et là comme vous le voyez on retrouve bien entendu le plus drôle, le fameux antivol sur la compo. Donc là globalement ça a l'air d'aller, même si je ne suis pas sûre du début de la compo, sauf que à la fin de la composition on retrouve du phénoxyéthanol qui est un perturbateur endocrinien dans le produit, et en plus de ça on nous a collé une étiquette sur que voilà, voilà, il y a quand même une bonne partie de la compo qui est manquante. Bref, ensuite on a un gommage ici, gommage végétal à la poudre d'abricot. Donc le gommage globalement c'est plutôt pas mal, hein, sauf que moi je vous déconseille d'acheter des gommages comme ça tout fait. Déjà de 1 ça coûte cher, de 2 vous polluez la planète puisque vous achetez du plastique. Moi je vous conseille de vous gommer avec votre marc de café. Comme ça vous jetez pas votre marc de café, vous aidez vos canalisations à se déboucher, et si vous voulez la recette du gommage au marc de café, c'est ici ou là. Ensuite ici le shampoing Brillance Radiance Shampoo I Love My Planet formule biodégradable. Alors là pareil on retrouve soit un ammonium ou un sodium laureth sulfate, on ne sait pas, de la cocamidopropylbétène qui est un tensioactif moyennement irritant, bien entendu un dérivé de silicone, la guar hydroproxyl machin bidule Mireille là, dedans. Donc ça pareil je vous le déconseille, c'est trop irritant. Ensuite on a ce soin sensitif végétal, le soin confort ciblé plus. Alors là c'est de l'eau, de la glycérine, le fameux solvant le méthylpropanédiol, des émollients, et ensuite on retrouve directement quasiment en haut de la composition du phénoxyéthanol. A savoir que le phénoxyéthanol a la concentration maximale dans le produit de 1%. Donc ça veut dire que tout ce qu'il y a après, il y en a moins de 1%. Cependant, on retrouve quand même du silicone à moins de 1%, on retrouve des dérivés de plastique avec les acrylates Mireille, là, polymère machin, on retrouve de la caféine, donc ça c'est plutôt bien. On retrouve de l'EDTA, donc ça c'est un petit peu moins bien, de l'acide salicylique, etc. etc. Et ensuite les fameux extraits végétaux dont on nous parlait au début, à la feuille de Siges biaca, là je sais pas quoi. À part des émollients d'origine végétale, bon...
voilà, je valide pas trop. Donc, dans la gamme nutritive végétale, on a le fameux tonique velouté. Et donc là, c'est de l'eau, le fameux solvant méthylpropanédiol. Ensuite, on a de l'extrait d'amamélis, de la glycérine et du phénoxyéthanol. Donc phénoxyéthanol, concentration autorisée à 1% maximum. Et ensuite on retrouve quand même du sodium benzoate qui est un conservateur utilisé en cosmétique bio, des PEG issus de la chimie lourde, de l'huile hydrogénée, des dérivés de silicone avec le polyquaternium. Donc sincèrement, donc plutôt que de dépenser 15 balles dans un tonique velouté à la composition un peu caca, honnêtement investissez dans un hydrolat, je sais pas moi, de menthe poivrée, de tea tree, de rose selon votre type de peau. Ça sera bien plus écologique et surtout bien plus efficace. Donc là on a pareil le bain douche sensuel noix de coco coconut, donc on a l'impression que c'est un truc qui est fait à base de noix de coco, sauf que pareil quand on regarde la compo c'est du sodium laureth sulfate, de la bétaine et après du parfum. Et en fait tous les extraits végétaux viennent après, donc en fait on a quasiment pas de noix de coco dedans. Donc là je suis partie dans mes mails, je suis tombée sur un démaquillant douceur pur bleuet. Le premier truc c'est de l'eau, ensuite c'est des PEG, des émollients et ensuite vient notre fameux extrait de bleuet. Honnêtement pareil là, autant utiliser un extrait de bleuet, ça sera beaucoup plus clean en termes de composition. Aussi merci à toi Myriam pour le spray protecteur de couleur, donc c'est un spray protecteur sans silicone. Donc effectivement au niveau de la composition il est sans silicone, mais le petit souci que moi j'ai repéré direct c'est que c'est de l'eau, un espèce d'émollient et après c'est de l'alcool, sauf que l'alcool est quand même hyper asséchant et si en plus de ça tu rajoutes un coup de fer à lisser dessus, mon dieu, enfin pour moi tu fais cuire tes cheveux. Et après on trouve des acrylates, c'est-à-dire des espèces de dérivés de plastique quoi, donc effectivement tu protèges tes cheveux. Après bon, la composition ça casse pas trois pattes à un canard, même si on retrouve de l'huile de sésame et quand même des extraits naturels derrière. Ensuite on a le Hydra végétal, donc le gel nettoyant fraîcheur à la sève végétale hydrocaptrice. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, dans un éco-tube éco-friendly en plastique, hein, bien entendu. À l'intérieur c'est de l'eau, donc notre fameux méthylpropanédiol, donc qui est le solvant. Et ensuite on retrouve du sodium laureth sulfate, ce qui est hyper asséchant pour la peau, ce qui va faire graisser la peau d'autant plus. Enfin bref, ça ne va pas du tout respecter votre peau. Donc clairement ce gel nettoyant a beau être à 93% d'origine naturelle, il n'empêche que le sodium laureth sulfate c'est agressif. Il y a quand même des dérivés de plastique dedans, on retrouve quand même du phénoxyéthanol, des PEG, du parfum, de l'EDTA, enfin on retrouve pas mal de choses passables je dirais, et surtout du sodium laureth sulfate, donc ça clairement je ne valide pas du tout. Bon, conclusion, même si Yves se targue d'avoir une gamme bio et d'être, c'est quoi déjà, comment qu'il dit, et d'être le créateur de la cosmétique végétale depuis 1959, il y a quand même petites choses à revoir, je suis désolée de vous le dire, hein. Comme vous avez pu le constater, les compos ne sont pas forcément 100% clean, ne sont pas forcément dénués de pétrole, de plastique, de chimie lourde, de perturbateurs endocriniens et encore plus encore puisqu'ils ont renouvelé leur gamme assez récemment, mais j'ai reçu quand même il y a un an des cosmétiques Yves Rocher dont les 3/4 contenaient des parabènes. Donc ils ont remplacé les parabènes par des phénoxyéthanol, j'ai envie de dire c'est pas mieux. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui a été fait. Bref, ils se targuent d'être les créateurs de la cosmétique végétale depuis 1959, mais comme vous voyez, c'est surtout beaucoup de marketing pour la plupart des gammes, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de marketing qui est mis en œuvre pour vous faire croire que ces produits sont 100% naturels, qu'ils ont tous les bienfaits de la nature à l'intérieur, qu'ils sont bons pour vous, qu'ils sont bons pour votre peau, mais pas forcément. Même si Yves fait des efforts sur les compos, c'est pas encore tout à fait ça. Et petit adage qui dit que plus le packaging est vert, plus la compo est pétrolière, moins le produit est sincère. Les droits d'auteur c'est pour Bibi, hein. Bon Yves, j'aimerais te dire un truc là. Même si cette vidéo t'a fait le même effet qu'une voiture bélier projetée à 150 km/h dans une vitrine de votre boutique, avec votre super présence sur le territoire, avec ton marketing parfaitement adapté et ta force de frappe sur les réseaux sociaux, est-ce que un jour tu pourrais pas quand même changer tes compositions pour faire
du vrai zéro déchet par exemple, hein. Proposer par exemple que des packaging en verre qu'on viendrait recharger dans tes magasins, puisqu'il y en a à tous les coins de rue, quasiment. Du vrai bio, hein, avec on va dire des cosmétiques avec au moins 50% d'ingrédients bio dedans, et du vrai 100% naturel comme certains le proposent déjà, mais pas toujours de bonne qualité. Aromazone, si vous passez par là, je vous salue. Pourquoi vous ne proposeriez pas des produits bruts, simples mais efficaces, qui seraient faits en France? Franchement Yves, ça serait cool que quelqu'un comme toi puisse sortir une gamme saine, écologique, pas trop onéreuse, pour que tout le monde puisse en profiter et y avoir accès facilement. C'est juste une petite idée comme ça, hein, pour vous tirer vers le haut, pour vous pousser surtout à mieux faire et à revenir au concept originel du pépère Yves, hein, qui fabriquait ses petites tambouilles dans son grenier. Bon, mais sinon, Gabi, t'es bien gentille, à chaque fois tu râles derrière les compositions, derrière les marques, mais tu ne nous présentes jamais de produits avec de bonnes compos. Pourtant, nous on te fait confiance, on achèterait les yeux fermés. Déjà, première chose, ne me faites jamais confiance, faites toujours vos recherches, vous avez des sites dans la barre d'infos pour vous prouver tout ce que j'avance ici. Ensuite, je veux bien vous citer deux marques aujourd'hui pour entamer, on va dire, une transition capillaire sans trop dépenser d'argent. Alors, première marque que je vais vous présenter, c'est la marque IBEO Cosmétiques. C'est une marque bio, naturelle, certifiée Nature et Progrès, qui est un label bio, l'un des plus rigoureux et l'un des plus difficiles à avoir, et c'est une marque française. J'ai déjà testé leurs cosmétiques, je les trouve très bien, notamment la gamme capillaire qui me fait des cheveux absolument splendides comme vous pouvez le constater ici. Les produits sont compris entre 15 et 17 € la bouteille, ce qui fait des produits quand même qui sont assez onéreux, mais après c'est fait en France, c'est certifié Nature et Progrès, on est quand même sur une belle qualité de produit. Seul bémol, c'est que les produits ne sont pas absolument pas parfumés, c'est-à-dire qu'ils sentent les plantes. Deuxième produit que je vais vous présenter, les compositions sont clairement un petit peu moins nobles, mais ce sont des compositions qui sont quand même assez clean et qui, en termes d'odeur, de parfum, sont assez travaillées et qui ressemblent très fortement olfactivement à des cosmétiques conventionnels. Et je vais bien entendu vous parler de la marque Lavera. Alors Lavera, si vous habitez près de l'Allemagne, il faut savoir que vous pouvez trouver ça dans les DM à genre 2-3 € la bouteille, hein, que soit d'après-shampoing, le masque, etc. Et si vous êtes en France, vous trouverez les produits Lavera généralement en magasin bio, sinon la plupart du temps sur pas mal de sites internet, et on les retrouve à peu près à 5-7 € les bouteilles de shampoing, d'après-shampoing, de masque, et ils font également toute une gamme pour la peau, pour les mains. J'ai déjà testé plusieurs produits que j'ai trouvé pas mal du tout. Après, comme je vous l'ai dit, les compositions sont un petit peu moins nobles que les compositions IBEO. Et si cette vidéo t'a plu justement, n'hésite pas à aller regarder une publicité sur mon YouTube en bas, ça me fera très plaisir. Et si tu souhaites que j'analyse d'autres marques, n'hésite pas à m'écrire ça en commentaire, peut-être que je la ferai bientôt. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne, à aller mater une publicité sur mon YouTube, et je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt sur YouTube.